Nous allons commencer avec vous, cher Xavier Lemoine. Je le rappelle, mais chacun le sait ici, vous êtes le maire de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Mais enfin, Montfermeil, c'est 27 000 habitants. C'est de là, avec Clichy-sous-Bois, que sont parties les émeutes de 2005. Donc la question sociale vous est familière. La diversité l'est également. La présence d'une population importante d'origine immigrée et musulmane également. Si on vous a proposé d'intervenir aujourd'hui, c'est pour nous faire part d'un témoignage, celui de l'élu local. Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Peut-être en vous demandant de nous dire toutes les limites de l'exercice aujourd'hui, en l'état. Vous êtes un élu local depuis longtemps, mais nous dire aussi ce qui pourrait être fait si le cadre juridique de votre action, par exemple, était modifié. Je me tais et vous laisse la parole. Merci de votre invitation. Je vais tâcher de répondre à la commande avec le plus d'honnêteté possible. Par ailleurs, j'indique quand même que je suis en période électorale, donc je vous indiquais que je peux être filmé, mais vous mettrez ça après les élections municipales, pas avant. Les comptes de campagne, toujours faire attention. Et d'autre part, mais vous faites ce que vous voulez, si on veut être vrai entre nous, il y a des choses à dire, mais généralement elles sont expliquées avec une phrase avant et une phrase après que celles que l'on a l'habitude de retweeter. Et donc après, je dirais, à gérer localement, ça peut être difficile. Mais vous faites ce que vous voulez faire, c'est totale liberté, mais j'attire votre attention là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Alors je vais commencer par la version un peu sombre peut-être des choses, et dans le prolongement des deux intervenants de tout à l'heure, M. Mardi-Rossian et Pierre Manant. C'est mon troisième mandat. Sur les deux premiers mandats, je pouvais encore dire que puis-je faire pour peser sur les événements. Mon troisième mandat, je ne peux plus le dire, je ne peux que dire comment vais-je me comporter dans les événements. Et pour moi, il y a une mécanique qui a été enclenchée il y a 40-50 ans et qui pour moi n'est plus réversible à ce stade-là. Et je crains que nous ayons à goûter les fruits particulièrement amers, j'espère pas sanglants, mais c'est une éventualité qui me traverse assez souvent et je ne suis pas le seul à l'évoquer. Une logique infernale que nous avons mis en place successivement avec, ça a été très très bien décrit, hélas, par les deux premiers intervenants. Ça n'engage que moi, mais à un moment donné, on peut quand même regarder les choses telles qu'elles se présentent à vue humaine. Est-ce pour autant qu'il ne faut plus rien faire ? Non, il faut inscrire son action dans une autre perspective que le résultat immédiat que l'on pourrait tirer de son travail, mais plus dans une espérance et dans autre le semeur, autre le moissonneur. Je reviendrai sur ces questions de fond après, et je vais essayer de reprendre ma casquette d'élu pour vous dire, au regard d'une population de 27 000 habitants, 40% de la population est de culture ou de confession musulmane. La distinction, c'est qu'il y a pratique dans la confession, culture, il n'y a pas de pratique, mais il y a quand même un attachement à des éléments culturels forts. Qu'il ne faut pas abuser non plus sur la distinction, parce que très rapidement, elle peut se ressouder. Avec, dans les écoles de la ville de Montfermeil, entre 60 et 90% d'enfants qui sont de culture ou de confession musulmane. Donc vous parliez tout à l'heure des bascules démographiques et des bascules culturelles. Elles sont à l'œuvre et elles n'ont pas fini de produire tous leurs effets démographiques, effets démocratiques, par le nombre de bulletins de vote que ça peut générer derrière. C'est comme ça, et c'est ainsi, mais il faut le prendre en compte. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de statique, une situation statique, on est sur une situation qui est en train effectivement de basculer sur des effets cliquets irrémédiables, parce qu'à un moment donné, à 49%, vous n'avez pas le pouvoir, ni la majorité ni le pouvoir. À 50,1%, vous avez le pouvoir, enfin la majorité et le pouvoir. Bien. Ce que je regrette, c'est que nos pouvoirs publics, dans le cadre de la politique de la ville, je reprends ma casquette de maire, aient totalement omis la question de la qualité pour ne traiter effectivement que la question de la quantité. Et on fait de surcroît de mauvais diagnostics sur l'état de nos quartiers, l'état de nos villes, en pensant que les enjeux étaient d'ordre urbain, sociaux et économiques. Je pense que c'est une grossière erreur
Non pas qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et de graves dysfonctionnements socio-économiques et urbains, non pas qu'il ne faille pas des politiques de rattrapage qu'on appelle politique de la ville, bien évidemment il faut des politiques de rattrapage, mais je crains que l'on ait pris les causes, ce qui n'était déterminé comme des causes ne sont pour moi que des conséquences. Et que la cause principale que l'on n'a pas voulu voir et qu'il était interdit de voir, et je l'ai vécu physiquement il y a 15 ans quand j'étais au Conseil national des villes, lorsque j'ai osé dire, pour moi les enjeux sont d'ordre culturel, et j'ai quasiment été prié de sortir de la salle. Je venais d'entrer au Conseil national des villes, et c'est Maurice Charrier, maire communiste de Vaux-en-Velin, qui a pris ma défense courageusement et qui a dit « Écoutez le moine », parce que lui, il en était déjà à son 3e mandat, et il savait de quoi il parlait. Et c'était dans les années 2000, à peine. Les enjeux sont d'ordre culturel, pour moi. Voilà. On l'a dit tout à l'heure. Culture, allons un peu plus loin sur la définition, c'est l'expression profane d'un culte. Donc si on a le culte de l'argent, c'est la culture de l'argent. Je ne sais pas si elle est très intégrative ou si elle est très apaisante. Donc c'est bien l'expression profane d'un culte. Donc il faudra remonter au cran supérieur, et tout à l'heure, M. Manant disait une enveloppe ou une forme spirituelle. On peut aller jusqu'à ce sujet-là, cette hauteur-là. À partir de là, en tant que maire, j'ai tenté de jouer sur 5 leviers. Certes, revenir sur les politiques, sur les déficiences sociales, économiques et urbaines, mais d'y mettre à chaque fois la dimension culturelle avant toute chose. Alors rapidement, on ne peut pas en vouloir à des populations de ne pas respecter et de ne pas aimer notre pays si nous n'avons pas pris la peine, nous, de le faire connaître. Si je consacrais l'argent de la politique de la ville à organiser des sorties sur Disneyland, je ne suis pas sûr de faire à travers cela connaître la France. Si, en revanche, j'envoie un certain nombre de familles, de jeunes, sur des hauts lieux culturels français, la capitale de Paris étant pas loin de Montfermeil, c'en est un, mais il y en a bien d'autres. Quand on va voir le musée de la Nacre à Chartres, c'est bien parce qu'en sortant du musée de la Nacre, on voit la cathédrale de Chartres. Et ça n'exclut pas de pouvoir s'y arrêter et d'expliquer son histoire. Lorsque l'on emmène des familles, y compris des familles et des délinquants eux-mêmes, au Puy du Fou, et que mes équipes, alors c'est une anecdote pour essayer de détendre l'atmosphère, me disent « Mais monsieur le maire, ils sont hyper connus, ça fait 80 fois que la police les arrête, etc. » Enfin, des caïds, quoi, des chieurs professionnels. Il me dit « Mais ils vont tout nous mettre dans l'air. » Je dis « Non, vous inquiétez pas, emmenez-les au Puy du Fou. Et lorsqu'ils vont voir la profondeur historique qui est au Puy du Fou, ils respecteront. » Ils ont respecté. Mais ça s'est très bien passé. Et ils m'en redemandent. Voilà. Comme quoi... Donc, commencer à faire connaître notre pays pour ensuite, derrière, permettre de le faire respecter. Je dirais sur quels sont les 3 points que j'essaie de faire respecter sur ma ville. Et ensuite, ça ne m'appartient pas. Mais il peut y avoir un changement du cœur, de l'intelligence. Et à ce point-là, on peut avoir des populations qui, ayant connu, éventuellement ayant une discussion à un moment un peu plus viril sur des points non négociables, se dit, après tout, il y a peut-être quelque chose à aimer. En tout cas, à respecter, sinon à aimer. Je reprends ma cathédrale de Chartres. Quand une maman, depuis 15 ans en France, va voir sa formatrice, qui s'appelle Fatima par ailleurs, qui dit « Fatima, ça fait 15 ans que j'habite en France. Je ne m'étais jamais encore intéressé à la France. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas s'être intéressé. Je peux en vouloir à ceux et celles qui n'ont pas fait ce qu'il fallait depuis 15 ans pour lui faire connaître le pays dans lequel elle habitait. Et à un moment, vous avez un regard, une intelligence, un cœur qui regarde les choses différemment. Et si une maman change son regard, son cœur et son intelligence, le papa suivra et les enfants suivront un moment ou un autre. Il mettra le temps qu'il faudra, autre le semeur, autre le moissonneur. Les priorités, comme maire, elles sont en premier, redonner dignité et fierté à travers la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'espace public. J'ai puisque je suis arrivé en 87 à la ville de Montfermeil, de 87 à 2002, tout ce temps-là, on a mis en place tous les dispositifs de la politique de la ville sur un ghetto qui était un taudis. Rien n'a produit d'effet. Tant que vous n'avez pas redonné dignité et fierté à nos populations par la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'espace public, toutes les autres politiques sont vaines. Et quand vous avez redonné dignité et fierté à ces populations-là, elles ont quelque chose à défendre. Et parce qu'elles ont quelque chose à défendre, et pour peu que les institutions en face soient crédibles,
eh bien, elle rebascule du côté des institutions. Et à ce moment-là, rebasculer du côté des institutions, pour nous, c'est avoir du renseignement opérationnel. Et ensuite, police-justice peuvent passer et on retrouve la sécurité. La sécurité est une conséquence. On ne remet pas de la sécurité dans un quartier sans des préalables minimums qui sont la dignité et fierté. Première chose. Je vous passe les détails. Deuxième chose, apprentissage de la langue. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux cours de français, les premières personnes qui sont venues à nos cours étaient des personnes qui étaient là depuis certaines 15 ans, 20 ans, même 25 ans. J'en conclus deux choses. Quel manque de curiosité de leur part, ok, mais quel manque d'exigence d'une autre, également. Et donc là, on a mis tout le monde, la CAF, l'Éducation nationale, tous les partenaires, les associations, etc. Puis à chaque fois qu'on voyait un papa ou une maman qui ne parlait pas français, eh bien, on était incitatif. Des fois, plus qu'incitatif. Moyennant quoi, voilà. Et puis, la bonne réputation des cours a fait que, eh bien, voilà, on a vu comme par hasard le niveau scolaire et l'échec scolaire diminuer dans un certain nombre d'écoles. Tout simplement parce que, en remaniant la langue française ou en maniant la langue française, on redonnait le rôle de parent à des parents qui pouvaient directement rentrer en communication avec les différentes institutions, notamment l'institution scolaire, et ce n'étaient plus les enfants qui faisaient le go-between, mais à leur manière. Voilà. Donc, la langue française. Mais est-ce que c'est la langue française, b.a.-ba, uniquement pour remplir les formulaires de la Sécu ou de la CAF? Non. C'est les us, coutumes, modes, mœurs, culture de la France, etc. Et donc, toutes ces sorties culturelles. Tous ces théâtres-forums où on essaye de faire comprendre à ces personnes qu'elles sont des personnes et non pas des individus. Que le régime du « nous » dans lequel elles peuvent être est le régime de leur culture d'origine, peut-être de leur religion. Mais qu'en Europe, en France, c'est la civilisation de la personne et du « je », et qu'elles puissent dire à un moment, surtout les femmes, « j'existe, je sens, je ressens, je souhaite, je désire », etc. Bien. Et puis, aller beaucoup plus loin et attirer leur attention sur ces 3 points négociables. Je les situe à ce moment-là et dans les cours de français. Ces 3 points négociables, c'est la question de la laïcité, mais on en a parlé tout à l'heure. Laïcité entendue comme la distinction entre le spirituel et le temporel et non pas la séparation. C'est du laïcisme, c'est une forme d'athéisme. Et ça ne fait pas beaucoup d'adeptes. Donc la vraie laïcité. Il n'y a pas eu à attendre 1905 pour savoir ce que c'était que la laïcité. Elle est très, très clairement codifiée, même si historiquement, elle a pris des formes extrêmement diverses. Bien. Deuxième chose, c'est l'égale dignité entre l'homme et la femme. Et je n'ai pas dit égalité homme-femme versus théorie du genre. Et je pourrais vous parler des ravages de la théorie du genre dans nos quartiers. Ravages. Donc, égale dignité entre l'homme et la femme. On en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas. On va gagner du temps. Et troisième point, liberté de conscience. Et lorsque j'ai vendu un terrain comme président de l'intercommunalité il y a quelques années, où devait s'ériger une mosquée, j'ai indiqué que s'il y avait la liberté de culte, c'était parce qu'elle découlait de la liberté de conscience. Et que pour autant, la liberté de culte n'était pas un droit absolu en soi, et qu'il était soumis au respect de l'ordre public. Et que pour moi, sur ces 3 points non négociables, attaquer l'un de ces 3 points était pour moi un trouble à l'ordre public. Je l'ai écrit, c'est vérifiable, donc ce n'est pas une posture d'estrade que j'ai cet après-midi. Et je continue à le dire, et je continue à l'expliquer, que ce sont ces 3 fondements de notre société. Si on en attaque un des 3, ce n'est plus une société européenne, ce n'est plus la société française. Voilà. Derrière ça, il y a tout ce qui a trait à la parentalité. Très rapidement, nous devons pouvoir dégoupiller, déminer des situations éducatives ou des systèmes éducatifs qui, dans les pays d'origine, ont toute leur pertinence, mais qui, transposant l'état dans notre pays, produisent des parfaites catastrophes de bonne foi. Donc il faut avoir la simplicité de décoder ces affaires-là et de voir avec les personnes, de les intéresser eux-mêmes, eh bien, comment ils ont à se réajuster au regard d'une société qui fonctionne différemment. Ce n'est pas le sujet de cet après-midi, mais voilà. Et puis le dernier point, c'est cette culture dont je parlais, et un maire qui fait 40 métiers différents, 40 missions différentes, et je tiens la culture pour la clé de voûte de toutes les politiques sectorielles que par ailleurs on peut être amené à mener. C'est pas pour rien qu'après les émeutes, je cite ça quand même comme exemple, que la ville de Clichy-sous-Bois, ville de gauche, Montfermeil, ville de droite si on veut avoir cette lecture rapide, mais qui mériterait plus de nuances me semble-t-il, au regard de la bonne entente et de 20 ans de collaboration entre les deux villes. Après les émeutes de 2005, nous étions ravagés en termes de concorde dans nos villes
et ravagées en termes d'image à l'extérieur. Eh bien, c'est par la culture que nous avons réconcilié nos villes et que nous avons changé notre image. Clichy par des résidences d'écrivains et par Clichy sans cliché avec des grands photographes mondiaux, et nous par un défilé de mode. Un défilé de mode, c'est la représentation, ça peut paraître stupide, et un défilé de mode, c'est la représentation du corps en public. Du string à la burqa, vous avez quand même toutes les nuances intermédiaires. Bon, donc mettre tout le monde déjà d'accord sur ça, c'est pas rien. Et deuxièmement, souvent, je disais à l'époque, de la connaissance vient la reconnaissance, et la reconnaissance dans les deux sens du terme. Je te reconnais une existence, une identité, une originalité, une particularité, que sais-je. Et deuxième sens, je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Et ce défilé, je m'arrête 5 minutes, c'est pour voilà, donner quelques pistes, quelques astuces, entre guillemets. Il est en 2 temps. Premier temps, chaque communauté défile dans ses habits d'origine ou voilà, traditionnels. En quoi suis-je fier de me faire connaître au regard d'un élément constitutif de mon histoire? Je m'arrête là, je flatte le communautarisme. Ce n'est pas le style de la maison. Donc, deuxième partie obligatoire, on ne fait pas l'un ou l'autre, on fait les deux, c'est création originale de vêtements sur une idée donnée par la commune. Les noms de rues du quartier, ça tombe bien, Utrio, Van Gogh, Berthe Morisot, Degas, de Rhin, bien. Ou sur les 4 saisons, ça tombe bien. Il y a même un petit musicien qui s'appelle Vivaldi qui a fait une belle musique dessus, donc, découverte du répertoire classique. Sur les monuments de Paris, il y avait le Panthéon, il y avait l'Assemblée nationale, il y avait la Tour Eiffel, mais il y avait aussi Notre-Dame et il y avait aussi le Sacré-Cœur, etc., etc., etc. Et puis au bout de 5 ans, LVMH est venu nous rejoindre et a parrainé ce défilé, ce qui permet maintenant à des talents d'être propulsés dans les maisons de LVMH, etc. Il y a tout un partenariat, c'est pas le sujet d'après-midi. Mais voilà, pour donner quelques astuces et comment on essaie de faire à partir de... Bon, tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est ça nous permet un contact quotidien avec toutes nos populations, à travers tout ce que j'ai très rapidement décrit. Et que c'est par ce contact-là, par ces échanges de personne à personne, et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe dans les médias, et j'irais de la dureté des débats, et de l'impossibilité même presque de débattre, eh bien, il me reste... C'est pour ça que j'ai arrêté beaucoup de conférences, je fais très attention dans les médias qui m'invitent où je vais, et si j'aurai le temps de dire un certain nombre de choses qui construisent une réponse intelligente, enfin en tout cas je l'espère, la seule chose qui me reste comme maire, c'est ce contact quotidien avec toutes les populations dont j'ai la charge. Sauf que, la question des quartiers dits difficiles, où on a ce contact quotidien avec la population, il continue. Mais il y a toute une classe moyenne, issue de l'immigration, de culture ou de confession musulmane, qui n'a absolument pas besoin de vos services, et qui est en train de s'auto-organiser toute seule, sans rien demander à personne, et qui va pratiquer le sport entre eux, qui mettent leurs enfants dans les écoles coraniques qui existent dans le coin, ou si c'est à l'école de l'éducation nationale, de toute façon, dès le soir, dès la sortie des écoles, c'est même plus dans les études de la ville, c'est même plus dans les centres de loisirs de la ville, c'est dans leur propre centre de loisirs ou dans leurs propres études qu'ils mettent leurs enfants et qui s'autonomisent de plus en plus. Donc ce que nous avons réussi à faire en 15 ans de temps sur les quartiers, il fallait le faire, je ne regrette pas, c'était bien, sauf qu'on a d'autres défis qui nous arrivent et qui sont beaucoup plus problématiques, beaucoup plus difficiles à prendre en compte. Ça, c'est pour détendre aussi l'atmosphère. J'ai rappelé rapidement donc ceci. Je voudrais évoquer quand même les points de rupture qu'il y a eu entre la communauté musulmane et l'éducation nationale. Ça a été lors des ateliers théorie du genre à l'école. Et Farida Belgoul, pour ceux qui ont entendu parler, qui avait organisé les JRE, Journée de retrait de l'enfant, pour justement protester fermement contre l'introduction de la théorie du genre à l'école. C'est simple, à Montfermeil, dans le quartier des Bosquets, c'était moins 40% d'enfants à l'école. Le vendredi matin, c'était les mamans qui palabraient avec les directions. Le lundi matin, c'était les papas. Et le lundi soir, c'était le préfet qui est venu, qui dit « Pas de salisette, restez tranquille, vous serez tranquille, il n'y aura pas d'atelier. » Voilà. Mais ça a été la rupture. Et après, on a vu les parents. On a vu une croissance très forte des scolarisations à la maison, des parents qui s'étaient organisés en association pour trouver des terrains et monter des écoles coraniques. Donc on avait vraiment tout réussi cette fois-ci. Deuxième rupture avec la société française, encore plus, c'est la loi Taubira. Je témoigne, en 2014, j'avais, par décision de justice, obtenu la démolition partielle d'un lieu de culte musulman qui avait été construit sans permis de construire. Bon.
Donc, autant vous dire que la communauté musulmane avait quelques ressentiments à mon encontre. Et j'ai fait campagne spécialement dans le quartier en question. Bien. Tous les papas venaient me voir, ou les jeunes venaient me voir. Monsieur le maire, on n'est pas toujours d'accord avec vous. Sous-entendu, le coup de la mosquée, on l'a comme ça. Ok, mais sur Taubira, tenez bon. Les villes qui ont basculé à droite en banlieue ne le doivent pas au talent des équipes de droite, mais au fait que l'électorat musulman qui votait plutôt à gauche est resté chez eux. Et tous mes collègues maires de gauche m'ont dit on a perdu 6 points sur cette affaire. Voilà, la réalité, elle est là, et je ne suis pas le seul à le dire, donc c'est vérifiable, recoupable, si jamais vous... Voilà. Je ne vous parle même pas de la PMA-GPA, vous en avez parlé tout à l'heure, et vous l'avez dit, de toute façon, c'est l'ordre, en gros, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Les personnes de culture ou de confession musulmane qui sont venues manifester à Paris, ce sont des personnes qui sont tristes pour la France, et qui, étant tristes et aimant la France, se sont dit, il faut les aider à essayer d'éviter ces choses-là. Pour les autres, c'est leur décadence qu'ils se démerdent. Voilà, en gros, c'est ça. Pardonnez-moi d'être trivial, mais on va gagner du temps parce que j'ai peut-être épuisé mon temps. Non, pas encore ? Bon. Allez-y. Quelques points encore. Ça n'engage... Enfin, je vais aller un peu plus loin, et puis peut-être qu'on viendra après dans la discussion, et je voudrais me taire. Je l'ai dit tout à l'heure, et je finis par ça. Nous ne sommes pas au terme des mécaniques que nous avons déclenchées en 40 ou 50 ans d'impéritie. Acte 1. Je ne veux plus entendre parler d'identité. C'est un faux problème, c'est une fausse question, elle est extrêmement dangereuse. Nicolas Sarkozy, qui s'y était aventuré, a bien fait d'arrêter le truc. Et vous pourrez retrouver sur YouTube mon audition à l'Assemblée nationale sur cette question-là, où je disais non, l'identité, parce qu'il y a une part objective et une part subjective. Il y a 65 millions d'identités différentes. Le seul moyen d'accorder tout le monde, c'est de prendre le plus petit commun dénominateur, donc tout le monde est frustré. Et puis il y a la part subjective, elle est propre à chacun, et donc c'est indémerdable. Pardonnez-moi le terme. En revanche, je crois davantage à la vocation, parce que si une identité se revendique, une vocation se reçoit. Et à ce moment-là, chacune de nos identités personnelles peut se mettre au service de cette vocation. Et à ce moment-là, ça unifie, ça unifie. Ça permet la convergence sans l'unification qui simplifie. Donc ça permet à chacun de rester ce qu'il est, mais de se mettre au service d'une vocation. Et j'ai rappelé que tous les pays, quels qu'ils soient, comme les personnes, ont toutes une vocation. Et concernant la France, c'est bien celle d'être fille aînée de l'Église d'une part, mais éducatrice des peuples d'autre part. Et Jean-Paul II nous l'a suffisamment rappelé. Et que ceci, j'en parle assez facilement à mes concitoyens, en disant que c'est dans cette vision de la France que j'ai, que j'inscris tout ce que j'essaye de faire et tout ce que l'équipe municipale essaye de faire et que j'invite chacun à essayer de comprendre cette réalité. Elle n'est pas excluante, elle est plutôt intégrante et chacun peut apporter ce qu'il pense pouvoir au regard de ce qu'il est apporté. Et dernier point, mais pour l'instant je réservais ça à des auditoires relativement limités, mais puisque le point de cette semaine a fait 4 pages sur... un portrait de 4 pages sur moi. Alors c'est un portrait qui a été fait il y a 1 an, mais c'est pas grave. C'est à cause de Béziers et de Chanteloup-les-Vignes qu'ils l'ont ressorti, puisqu'il n'était pas paru à l'époque, parce qu'il y a eu une actualité plus pressante. À titre personnel, je finirai par ça. Moi, ce qui continue de me guider et de me donner courage, c'est cette lettre de Charles de Foucauld qui répond le 29 juillet 1916 à René Bazin sur une question cruciale. Les musulmans peuvent-ils être français ? Alors, je sais que la réponse de Charles de Foucauld est assez tranchée, elle peut faire débat, je le sais, et je m'expose bien volontiers à cet échange avec des gens, je dirais, intelligents, ce qui est le cas cet après-midi. Mais pour moi, je dirais, c'est ce qui me guide et continue de me guider jusqu'à ce qu'éventuellement la population veuille changer de maire. C'est une possibilité, une éventualité qui peut se présenter ou pas, je n'en sais rien, mais ce n'est pas moi qui commande. Voilà.